Internaute Badolo TV, bonjour, assalamu alaikum, bienvenue à cet épisode de Au micro avec. Nous avons aujourd'hui un plaisir de recevoir M. Babacar Ndao, entrepreneur, directeur général de Business Carrefour, également membre de la société civile. Babacar, bonjour. Oui, bonjour Madjingen. Bienvenue. Merci. Tout d'abord, je remercie Badolo TV de m'avoir donné l'occasion d'échanger, de partager ma petite expérience et donner mon point de vue sur les différents aspects de la vie économique, sociale et environnementale de notre cher pays, le Sénégal. C'est un plaisir. Donc, Babacar, comme je l'ai dit, Babacar Ndao le tout, mais il est Babacar l'Africain. Oui. Pourquoi ce surnom? Alors, ce surnom, en fait, comme disait l'autre, je ne suis pas né africain, l'Afrique est née en moi. Quand j'ai eu la chance d'intégrer une école sous-régionale qu'on appelle le Centre africain d'études supérieures en gestion, communément appelé CESAC, j'étais dans un environnement africain. Et voilà quoi, je sentais en fait cette envie d'exprimer mon appartenance en tant qu'Africain, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui nous rapprochaient. En fait, c'est quelque chose qui bouillonnait en moi, je ne savais pas comment l'expliquer. En fait. Je me sentais tellement africain. J'ai dit, bien certes, je m'appelle Babacar, Ndao c'est mon nom de famille, mais avant tout, je suis africain. Et donc, c'est pour cela que j'ai écrit Babacar Africain Ndao, qui est le cœur, en fait, de toute identification. Et ça a passé parce que c'est le surnom le plus entendu maintenant. Oui. Justement, par rapport au CESAC, est-ce que vous pouvez parler un peu de votre parcours? Parce que vous avez fait une partie de votre étude au CESAC, au Sénégal, et après l'autre partie en France. Oui. Et vous avez choisi de faire un retour. Qu'est-ce qui vous a motivé durant votre parcours à revenir au Sénégal? Bon, en fait, ça n'a jamais été déjà dans mes projets d'aller étudier à l'étranger, parce que c'était plus pour aller jouer au basket à l'étranger. Bon, quand j'étais jeune, j'ai compéti dans pas mal de clubs, la Douane, la Jeanne d'Arc de Dakar, Medina Basket, et dans le mouvement UASU, à travers les écoles. Mais quand j'ai intégré le CESAC, en fait, j'ai trouvé l'école qu'il me fallait. Parce que j'avais vraiment le programme que je voulais faire. Je voulais devenir expert comptable. Donc l'école était de renommée. En même temps, j'avais vu un environnement, un cadre qui me permettait vraiment d'atteindre mon objectif. Mais en étant dans l'école, en fait, j'ai vu vraiment un autre monde. En fait, j'ai vu l'Afrique en miniature. Et je ne voyais plus ce monsieur, ce Babacar étant dans un cabinet, travailler dans les chiffres. J'ai développé ce qu'on appelle une forte envie d'être à l'international, d'aller découvrir autre chose, de voir comment saisir les opportunités à travers le monde. Et quand j'ai fini mes études, parallèlement, je travaillais toujours dans la même école qui m'avait recruté au niveau du service scolarité. Mais voilà, c'était plus moi en fait. Et vous avez eu une révélation aussi. Voilà, on peut dire ainsi. Voilà, c'est ça. Et j'ai décidé de quitter mon zone de confort. C'était un pari. Parce que déjà, j'ai quitté un programme en finance comptable, après un master, pour aller intégrer un programme en anglais déjà. Directement. Un grand changement. Voilà. Mais le plus important, j'étais même accepté pour le Master 2, mais j'ai préféré faire le Master 1 à cause du contenu du programme. Parce que je n'étais pas allé aller en France pour partir en France ou faire une université. C'était vraiment ce que je recherchais, je l'ai trouvé dans une école de commerce et le programme était en adéquation avec ce que je voulais faire. Ça veut dire aujourd'hui, le vrai enjeu, la vraie question ou l'enjeu, c'était comment permettre aux entreprises africaines, aux entrepreneurs africains de tirer leur épingle du jeu de la mondialisation. Pourquoi aujourd'hui un Chinois, un Japonais arrive à faire facilement des affaires en France, aux États-Unis, en Afrique et pas nous?
Justement, c'est une bonne question et je pense que c'est à cause de ça que vous avez créé un cabinet de consulting donc, et de distribution qui aujourd'hui s'appelle Carrefour Business. Oui, Business Carrefour, voilà. Oui, parce que en fait, c'est pas des choses, c'était pas forcément, j'ai pas créé ce cabinet pour créer. Quand je suis allé dans le cadre de mes études, j'ai fait pas mal de pays européens et j'ai terminé mon cycle en Chine. Et quand je suis arrivé en Chine avec mes camarades de promotion, les entreprises chinoises demandaient à voir beaucoup les étudiants africains parce qu'ils avaient des opportunités en Afrique et c'était une occasion de prospecter, de voir comment bosser avec nous. Voilà. Et quand je suis retourné en France aussi, beaucoup de gens m'approchaient pour avoir des conseils comment investir en Afrique. Or, c'était ma formation. Parce que moi, j'ai fait tout mon cycle supérieur, secondaire en Afrique avant de rejoindre. Donc, ce n'est pas comme la personne qui a quitté à 18 ans qui est partie. Donc, j'avais une connaissance vraiment des deux environnements. J'avais déjà un réseau, un carnet d'adresses. Je maîtrisais un peu les œuvres. Et je suis un métis sénégalo-malien. Donc, depuis très jeune, j'ai voyagé entre le Mali et le Sénégal. J'étais très curieux, j'ai vu les opportunités d'investissement. C'est comme, en fait, au fond, c'est quelque chose auquel j'étais prédestiné selon moi. Et plus j'y avance, plus c'est comme si c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Et à chaque fois quand je conseillais des gens, ben, c'était vraiment, même voilà, c'est comme quand vous venez voir un médecin. Rien qu'en consultation, vous pouvez être tranquille, il vous donne votre symptôme et il vous donne une ordonnance. Et en fait, à chaque fois quand je changeais avec les gens, à la fin, ils étaient tellement satisfaits que voilà. Et j'ai dit, mais au lieu d'aller forcément aller donner ces mêmes services à une entreprise, pourquoi ne pas offrir cette prestation? Parce que j'avais tout pour le faire. Et voilà. Et c'est comme ça qu'est venue l'entreprise. Voilà. À votre tout début, quel problème avez-vous rencontré? Nous savons qu'entreprendre au Sénégal, c'est un peu compliqué. Donc, quelles difficultés avez-vous rencontrées pour la consolidation et la mise en place peut-être de Business Carrefour? Donc, déjà en France, je n'ai pas eu de difficultés quasiment parce qu'en fait, c'était assez clair. Ouais. Le projet était assez clair dans ma tête. Et donc, et même pour mon changement de statut, je n'ai pas fait comme la plupart salariés ou vie familiale. J'ai eu une carte qu'on appelle talent et compétences. Ça veut dire que c'est sur la base de mon projet que j'ai changé de statut et j'ai créé mon entreprise. Parce que le défi aussi était, moi, jeune Africain qui a été formé en Afrique, je devais être capable de créer cette entreprise. C'était le premier exemple moi-même avant de pouvoir dupliquer le modèle. Est-ce que j'allais arriver déjà à relever ces défis? Et j'ai pu gagner mon premier marché avec une entreprise française de renommée internationale. Ça veut dire que ça confirme qu'en Afrique, on est bien formé. Donc le problème, ce n'est pas la formation au fond. C'est de croire à son projet et de se battre pour. Donc j'ai réussi ce challenge. Et après, en faisant les prospections sur le marché français, je faisais la navette. Quand je suis venu, j'ai vu en fait que la demande est beaucoup plus forte à partir de l'Afrique que de la France. C'est incroyable, hein? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui venaient ici à travers les voies diplomatiques et les structures des entreprises privées, les chambres de commerce. Mais après leur accompagnement, il n'y avait personne derrière. Or, moi, c'est ce que je cherchais, mais j'ai dit, ben, pourquoi ne pas venir proposer cette prestation ici? Et naturellement, j'ai trouvé des répondants. Mais la grande difficulté ici, avec les entreprises locales et les entrepreneurs, c'est que les gens n'ont pas la culture de la prestation intellectuelle. Effectivement. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont du mal à apprécier le temps que tu mets à appeler Madjigen pour avoir des informations dans le domaine de la com, à appeler un ingénieur, à créer tout le cadre pour répondre à son besoin.
et l'effort intellectuel que vous menez, votre réseau que vous mettez à sa disposition, que la personne n'a pas et que vous avez construit. Ouais. Donc, voilà, ici c'est vraiment, on a la culture de l'achat. Tu vois, c'est palpable, mais tout ce qu'ils ne peuvent pas toucher, pour eux, c'est une perte de temps. Or, dans la durée, c'est vraiment qui fait la différence entre les entreprises. C'est comme quelqu'un qui met en place une usine sans étude de marché et quelqu'un qui a fait une usine avec une étude de marché, tout ce qui va avec. Ça peut être pareil. Voilà. Qui se note, voilà. Et c'est normal. Donc, vous qui évoluez dans le milieu de l'entreprise sénégalaise, comment voyez-vous aujourd'hui la responsabilité sociétale des entreprises sénégalaises? Elle est là de nom, mais elle n'est pas effective. Pas effective. Et vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous faites dans le développement de cette... Bon, moi, déjà, je suis une petite entreprise. Hein. Oui, mais voilà. Quoi que petite voilà, mais bien qu'étant... Voilà. Dans un premier temps, en fait, je recrute des jeunes, vraiment, et je les forme. Ça, c'est ce que je peux à ce niveau. Parce que l'entrepreneuriat, comme en fait, le problème que beaucoup de gens, la difficulté que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs, ils pensent que dès que tu crées une entreprise, bim, les chiffres suivent. Ça n'existe nulle part. Il y a des exceptions. C'est pour cela, dans le tissu des startups, tout ça, il y a ce qu'on appelle les startups et les licornes. Quasiment, vous n'entendez jamais ce mot ici en Afrique. Parce que voilà, on parle de start-up. Start-up, c'est une petite entreprise qui commence à faire ses pas, qui chaque jour peut être en phase des changements pour survivre. Parce que très souvent, quand vous êtes dans la prestation intellectuelle, vous êtes payé après le service. Comment payer une experte en communication comme Madigan si tu n'as pas de ressources? Comment payer un expert en comptable ou un ingénieur dans le cadre d'études de projet ou d'accompagnement? Donc après, c'est 3 mois, 6 mois après, vous êtes payé. Et si vous avez un local à payer, des employés, des charges, comment vous allez faire? Voilà. Les entrepreneurs voilà. Les entrepreneurs, et quand vous êtes dans l'achat-vente aussi, certes, il y a des rentrées d'argent, mais il y a des charges fixes. Et très souvent, avant que votre fournisseur vous fasse confiance, il faut vraiment que vous démontrez en fait que vous êtes capable de développer le produit. Certains bénéficient de leur réseau familial, amical, etc. Mais c'est 1 sur 1000 ou 2 sur 1000. Et donc tout ça, en fait, ça apporte, c'est des difficultés. C'est pour cela, quand on parle de licorne, c'est comme des entreprises comme Airbnb ou c'est des entreprises qui tout d'un coup, bim, arrivent et atteignent le niveau des entreprises de taille moyenne ou grande entreprise. Voilà. Mais c'est pas sur 100 cas, c'est un cas. Donc c'est pas significatif, quoi. C'est comme si on vous donne 1 million, vous discutez de 500 francs, ça n'a pas de sens. C'est de voir en fait, vraiment, c'est ça la difficulté. Et les startups, il y en a plus qui meurent. Qui vivent. Et parce que créer, c'est facile, hein, vous partez à l'Apex 2 jours, vous créez, mais c'est maintenir en vie en fait la structure, gagner des marchés, se faire payer. Par rapport à ces marchés-là, aujourd'hui, comment voyez-vous le B2B dans le business des entreprises sénégalaises? C'est compliqué. Comment? Bon, déjà 95% du tissu économique est occupé par le secteur informel. Avec le corona, combien d'entreprises sont déjà enfermées pour... À côté de ça, vous avez l'embargo. Tous les transitaires, les grands commerçants, les usines qui vendent au Mali se trouvent asphyxiées. La chaîne de valeur qui se trouvait entre le Sénégal et le Mali. Donc, c'est serré sur le gâteau. Et en même temps, il y a les lois, il y a les règlements, mais il y a beaucoup de vides juridiques. Les structures d'accompagnement ne sont pas là. Au niveau des fiscs, ça étouffe, il faut le dire. C'est pas facile quand vous êtes une petite entreprise avec les fiscs de survivre, etc. C'est beaucoup de... Il y a peu de souplesse. Si vous pouviez passer un message aujourd'hui pour la souplesse, comme vous le dites, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous voulez réellement que les structures fassent pour faciliter l'entrepreneuriat au Sénégal? C'est d'abord d'alléger l'assiette fiscale. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
taxes à n'en plus finir, c'est de les adapter à la taille de l'entreprise. On ne dit pas, moi je suis contre la gratuité, naturellement, mais c'est d'adapter les charges fiscales par rapport aux réalités locales et aux situations que vivent les entreprises. Mais c'est assez difficile dans un contexte où il y a peu de données économiques fiables. Ouais, souvent, c'est compliqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tant certains entrepreneurs ou les grands ne veulent pas monter patte blanche, tant les fiscs aussi se basent sur ça, bénéfice du doute pour aussi. Mais sauf qu'en même temps, il y a certains qui meurent. Mais dans certains pays, je pense, l'exemple de la France, les jeunes entrepreneurs, ils sont accompagnés. Énormément. Oui, ils sont énormément accompagnés et par rapport au fisc, on leur donne une durée qui leur permet de bâtir quelque chose de solide avant de se lancer dans le paiement. Il y a eu beaucoup de... Ça a beaucoup évolué en fait. L'environnement réglementaire qui régit en fait la vie des entreprises. Ils savent s'adapter quand la crise de l'emploi augmente. Ils essaient de faire des facilités pour que les gens aillent vers l'entrepreneuriat tout en sachant que ce n'est pas la seule solution. Tu vois? Mais ici, c'est peu évident. Mais au-delà que du cadre réglementaire, il y a des problèmes réels aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tantôt aussi, beaucoup de gens font de l'entrepreneuriat à défaut. Et c'est compliqué, mais bon, on va y arriver. Hein. Il faut juste qu'il y ait une volonté politique d'abord de la part de l'État et que les structures dédiées à cela puissent élargir en fait le champ de travail, réfléchir de nouveaux produits, de nouveaux process pour vraiment toujours assainir l'environnement et permettre aux gens d'être à l'aise dans la mise en place de l'activité économique. Et de la création d'emplois, bien sûr. Donc, Monsieur Ndao, oui. Au-delà de l'entrepreneuriat, vous êtes acteur dans la société civile, oui. Comme vous l'avez dit tantôt. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à faire partie de la société civile sénégalaise et de combattre la pauvreté, l'éveil des consciences, entre autres choses? Oui, en fait, moi, je pense qu'on dit, j'étais dans une organisation, il y a une phrase qui dit servir une œuvre humaine constitue l'œuvre la plus noble d'une vie et la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Même en tant que croyant, en fait, moi je pense que c'est non négociable de participer à l'amélioration des conditions de vie des gens, quelle que soit leur appartenance politique, religieuse. Et je pense que c'est ça, en fait, la base. Je ne pense même pas, mais c'est ça la base de mon engagement citoyen. Et comme je ne me retrouve pas, en fait, dans le dispositif politique qui est là, j'ai ma manière de participer au développement économique et social de mon pays à travers des structures associatives que j'ai créées ou dont certains j'ai été membre pour vraiment apporter des solutions idoines aux problèmes que vivent les populations globalement, les femmes et les jeunes qui sont nos priorités et les enfants. Parce que c'est vraiment eux l'avenir, c'est eux qui constituent aujourd'hui la majorité de la population. Effectivement, et c'est la couche la plus vulnérable aussi. Vous avez participé à la campagne de Abdou Khadr Gaye. Abdou Khadr Gaye. Oui, Abdou Khadr Gaye. Donc, par rapport à cette campagne, est-ce que vous pouvez revenir sur les points forts? Oui, en fait, déjà, mon choix sur la personne d'Abdou Khadr Gaye, c'est un communautaire comme moi. Ça veut dire que moi, je suis un jeune. J'ai longtemps été dans des associations. J'ai eu en face de moi quelqu'un qui a l'âge déjà de mon père, donc, et qui aussi a commencé par une association et l'a transformée en ONG. Pour toute personne qui a eu à créer une association et qui a fait des choses, c'est que ce n'est pas évident déjà de maintenir en vie une association et de le transformer en ONG. Et à côté de travailler avec des structures étrangères. Donc ça veut dire que à travers tous ces signaux, vous voyez que la personne a une certaine crédibilité et si vous vous accompagnez avec cette personne, vous ne pouvez qu'apprendre. Parce que nous, on n'a pas... en fait, la politique, ce n'est pas notre gagne-pain. Aussitôt
le dimanche, lorsque les résultats ont été annoncés, 8 heures, j'étais au bureau pour reprendre mes activités. Donc, je ne vis pas de la politique, mais aussi je fais des choix qui sont en adéquation avec mes principes, mes valeurs, naturellement. Et donc, j'ai adhéré à un projet politique. Et comme on dit, on gagne ou on apprend. Et moi, j'ai beaucoup appris. Et cela n'est que le début d'un engagement politique citoyen. D'accord, mais justement, cette campagne-là, elle s'est faite autrement. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui vous a motivé à faire une campagne, pas comme les autres, je ne dirais pas une campagne de masse, de terrain, ou bien de remise, de tissu, entre autres. Donc, on a vu des choses différentes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans la sphère politique sénégalaise. Pourquoi ce changement de modèle? Il y a un adage qui dit aussi, toujours dans une organisation dans laquelle j'étais, on dit « soyons le changement que nous voulons apporter à notre communauté ». Effectivement. Je ne peux pas prôner le changement et avoir d'autres comportements et intégrer un groupe qui ne prône pas ce changement. Sinon, je suis en porte-à-faux avec ce que j'ai dit. Et nous, c'était d'abord vraiment, on ne promet pas ce qu'on n'a pas. Mais ce qui est sûr, on était conscient. Et c'est toujours le cas, qu'on est dans une commune avec des problèmes. À côté, il y a les moyens qu'il faut pour régler ces problèmes. Et on dit qui ne dit rien, conçoit. Et naturellement, en tant qu'acteur de développement, on s'est levé. D'abord, on a porté un discours. On n'avait pas ces gros moyens politiques. On n'avait pas les gros 4x4, mais on avait notre tête pour réfléchir, et on avait la santé pour aller vers la population, leur proposer notre projet, notre contre-proposition. Et voilà, mais comme on dit, la réalité politique nous a rattrapés, mais ce qui est sûr, on a fait bouger les lignes dans la tête. Et c'est ce qui est plus important. On espère vraiment revivre ce changement donc, de manière intégrale dans tout le pays. Vous avez pour ambition, si j'ai bien compris, d'avoir un mouvement national donc, pour lever des consciences. C'est quoi le projet concrètement? Le projet, en fait, c'est de refuser chaque fois que le calendrier politique détermine notre engagement. Dans ce cas, on serait dans la réaction, non dans l'action. Si nous sommes convaincus que ce pourquoi nous sommes levés est toujours là, c'est de continuer à se battre avec d'autres voies et moyens. En nous, on ne veut pas de cette approche opposition-pouvoir. Oui, parce que l'expérience au Sénégal, c'est quoi? Je suis au pouvoir, on dit que tout le monde dit que tu n'es pas bon. Mais tant que chacun arrive à régler ses problèmes, il est bon, il est gentil. Mais dès que vous partez dans l'opposition, tout d'un coup, vous êtes blanc comme neige. Tout ce que vous avez fait quand vous étiez dans la gestion, ça passe comme une lettre à la poste. C'est comme si c'était une baguette magique. On a plusieurs exemples. Voilà, on a assez d'exemples. Aujourd'hui, personne ne peut nous garantir que quand on est de l'opposition, on va vers le pouvoir, que les choses vont changer. Parce que depuis des années, c'est l'opposition qui repart vers le pouvoir. Ouais, c'est les mêmes personnes. Voilà. Donc, ça veut dire que ce n'est plus forcément une affaire d'opposition ou de pouvoir. Ça revient à la centralité de l'homme. Quelle est la responsabilité de tout un chacun? Souvent, quand on dit il y a telle chose que le gouvernement fait, ou telle personne a fait un détournement ou quoi que ce soit, j'ai envie de dire, ce n'est pas la main du président qui est allé chercher, c'est un Sénégalais. C'est des Sénégalais avec des Sénégalais, ce n'est pas des génies avec des Sénégalais. Donc le problème reste entier. C'est comme aujourd'hui, vous avez une association de quartier, quand le trésorier fuit avec l'argent, c'est la faute à qui? La faute au trésorier. Voilà, et donc ça revient à l'individu. Et nous, c'est sur ça qu'on veut travailler. Parce qu'il ne sert à rien aujourd'hui de donner un médicament à une personne alors que ça ne soigne pas sa maladie, ça devient de la drogue. Effectivement. Voilà, et donc c'est vraiment ça, quoi, en fait. C'est l'homme qui est au cœur de toute chose. Et nous essayons de faire tant bien que mal, de redonner espoir à des gens qui sont dessus et d'améliorer les comportements. On ne peut pas changer, mais on peut améliorer.
Comme on dit, tout changement commence par une prise de conscience. Voilà. Et espérons que cette prise de conscience va démarrer avec cette société civile que vous voulez créer. Donc, justement en parlant de responsabilité du gouvernement, j'aimerais parler un peu d'actualité. Nous voyons une crise aujourd'hui de l'éducation. Les élèves seront depuis une quarantaine de journées dans les rues en train de manifester pour les études. Comment voyez-vous aujourd'hui cette situation au Sénégal? Et si vous pouviez proposer une solution, qu'est-ce que ce serait? Bon, je reviens d'abord à travers une anecdote pour répondre à ta question. Quand on était du temps, l'avènement d'Abdoulaye Wade, 2012, lorsqu'il y avait la transition, c'était la période électorale. Si vous vous rappelez, l'éducation avait le même problème et en pire. Et j'avais des amis, on était dans le mouvement étudiant, et ils me disaient, mais allons-y chez le président, c'est là, avec notre groupe, on peut nous donner des ressources et tout. J'ai dit, ok. Il dit, et toi, tu dis que tu veux changer les choses, l'éducation a un problème, on n'arrive pas à payer les fonctionnaires, tu vas aller prendre cet argent, après tu vas dire demain c'est Abdoulaye Wade. Le comportement revient à chaque fois. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, depuis très jeune, je suis dans les mouvements associatifs. La conclusion est que c'est les hommes. Même je prends le cas de l'UCAD. Il y a un bureau des étudiants qui se bat durant les élections pour être élu, soi-disant pour alléger la souffrance des étudiants. Mais c'est ce même bureau qui sera élu, qui va faire du business de chambre, qui va faire de la complaisance dans les nominations. Vous pensez que les problèmes sont prêts d'être changés? Après, ce sont ces mêmes personnes qui vont nous diriger, qui sont des hauts fonctionnaires de l'État. À qui la faute? À tout le monde. Le problème commence du bas du peuple. Voilà. Donc, c'est la remise en question individuelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les aspects techniques, je les laisse aux experts qui vivent le quotidien. Mais j'ai envie de dire que les gens doivent changer de comportement. Parce que quelles que soient les résolutions qui seront prises, si dans l'exécution, chacun ne fait pas son travail, bien, on retourne à la case de départ. Effectivement, toujours en parlant d'actualité, donc aujourd'hui le Sénégal vient de remporter sa première CAN. Oui. Et quelle lecture vous faites de cette sphère sportive en général, pas seulement que du sport football, mais de la sphère en général, de la politique sportive sénégalaise? D'accord, tout d'abord je félicite l'équipe nationale de nous avoir amené la coupe. Et je dirais que ce n'est pas que la Coupe du Sénégal, c'est vraiment la Coupe de l'Afrique de l'Ouest, globalement, parce que tout le monde l'a accueilli à bras ouverts. Et même les gens de l'Afrique centrale, beaucoup l'ont apprécié, d'autres nationalités, d'autres ethnies. Vraiment, tout le monde a apprécié cette Coupe. Donc, j'ai dit merci. Parce qu'il y a certains qui attendent depuis les indépendances. Moi, je ne suis pas de cela, mais... Notre génération attend depuis 2000 ans, en tout cas. Mais ce que j'ai envie de dire, moi, je suis basketteur. J'ai toujours eu cette frustration. J'ai fait de l'athlétisme dans le passé aussi. Tu vois. Et j'ai toujours décrié le fait que le football prend l'essentiel des ressources financières de ce secteur. On doit arriver à faire du sport un moteur de développement, créer une industrie sportive. Il y a beaucoup de sports qui, depuis des années, apportent des médailles. Oui, par exemple, le beach soccer. Oui, le beach soccer, le basket, le sport de combat et l'athlétisme. Comment le Kenya aujourd'hui rayonne à travers l'athlétisme, Éthiopie. Ouais, et tout le monde les connaît. Même Jamaïque, quand ils ont vu, ils sont allés former des jeunes. C'est là où est sorti Usain Bolt et d'autres talents dans l'athlétisme. Donc ça, c'est l'intelligence. Donc aujourd'hui, c'est bien le foot à gagner, mais c'est très important. Je ne cesserai de décrier cette répartition équitable des ressources vis-à-vis des différentes disciplines sportives. Donc voilà, le sport doit être promu, donc chaque sport a sa juste valeur. Donc c'est une question de partialité. Donc voilà, je ne sais pas, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Et pour ne pas abuser de votre temps, on va s'arrêter là.
Pour une prochaine fois, Inch'Allah, on parlera d'autres choses et nous vous remercions de votre disponibilité. Et nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine fois avec un autre numéro de Au Micro, avec un autre invité bien sûr. Et merci beaucoup Babacar. Merci Madjigen. Ce fut un réel plaisir. Le plaisir était partagé.